Bien, nous allons donc démarrer avec un petit retard, mais nous rattraperons sur le buffet, là, où l'avantage c'est que nous pouvons manger un petit peu plus vite que nous pouvons parler vite. Donc, à ce niveau-là. Donc, si j'ai bien compris le programme, ce colloque, donc, outre les propos d'ouverture que nous avons entendus et qui cadraient le sujet sous ses différentes facettes, le colloque est organisé donc à partir de deux objets, je crois que le mot est assez à la mode ici, des contributions organisées en trois thématiques et deux tables rondes. Alors, table ronde, on va essayer effectivement de se différencier de l'autre méthode d'approche en essayant de laisser un temps à la discussion et à l'échange, après que chacun ait pu s'exprimer, alors que dans les ateliers plus académiques, c'est après chaque contribution, je pense qu'il y aura éventuellement des questions, mais il n'est pas question de réagir de l'une sur l'autre. Et ces deux tables rondes, en regardant le programme, se correspondent. Alors la seconde, qui est sans doute plus cadrée, consiste à essayer de repérer quels sont les différents types d'interventions possibles sur le plan, disons, territorial. La première, justement, a pour but d'essayer de parler de frontières. Ce qui est un peu difficile parce que précisément, je pense qu'un des points qu'on va tous évoquer, c'est que les frontières sont par nature perméables et que précisément le système du millefeuille, c'est pas tellement ça, c'est plutôt le système concentrique, mais avec des choses qui sont extrêmement souples et molles, peut-on dire, donc qui compliquent les choses. Alors, avant donc de donner la parole aux intervenants, je voudrais que nous nous présentions. Donc, je vais commencer par justifier ma présence, moi, ici. Je pense qu'une fois de plus, mes collègues de la MSH m'ont demandé de venir par la double casquette qui je porte depuis déjà pas mal d'années dans cette région. Bon, celle d'universitaire, même si je suis, ça y est, moi aussi, émérite depuis 3 mois. Je me considère toujours comme universitaire. On est d'une promotion un petit peu lointaine, mais enfin, bon, on est toujours en activité. Et donc, il se trouve qu'en 1975, lorsque le colloque sur le local se créait, moi, je prenais la direction du tout premier DESS, d'aménagement du territoire et d'économie du développement local. C'était le tout premier, puisqu'il venait juste d'être créé, et notre maître à nous deux, je regarde Claude Lacour, et moi-même, le doyen Lajugie, avait donc tout de suite pris le nouveau train institutionnel de l'organisation des 3e cycles en marche, et en créant un DESS dont le jeune prof que j'étais a pris la charge, Claude plus chevronné, prenant le DEA dont il a gardé la responsabilité jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, donc c'est cet aspect universitaire qui fait que donc, depuis au minimum 75 et même un peu avant, je n'ai cessé de travailler sur les questions d'économie locale, ne serait-ce que pour former donc des générations d'étudiants qu'aujourd'hui nous retrouvons dans tous les échelons justement du millefeuille français. Et alors, deuxième élément de casse-tête qui fait qu'à mon tour, après Luc Pabeuf, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, c'est que je suis membre du Conseil économique et social régional, comme vous-même, chez vous, depuis 3 mandats. Je l'ai été d'abord au titre d'une représentation associative, la Ligue de l'enseignement, et je le suis aujourd'hui par la volonté préfectorale au titre des personnalités qualifiées. Et je m'occupe plus particulièrement donc de la section veille et prospective qui donc travaille aujourd'hui. Notre dernier rapport de mandature sera sur la dynamique infrarégionale des territoires. Voilà, ceci étant dit, donc pour présenter les 4 participants, je vais juste insister sur les points qui me paraissent nécessaires pour que vous compreniez l'angle d'attaque que très rapidement tout à l'heure je leur ai demandé d'adopter. Alors par ordre alphabétique, hein, je pense que ça ne versera personne, hein, il n'y a pas de prééminence féminine ou autre parce qu'il va me traiter de sexiste. Donc nous avons donc M. Choplet, Marc Choplet, qui tout à l'heure a été indirectement présenté, il était de l'autre côté, qui a été indirectement présenté par Lucien Sfez, puisque vous étiez donc un de ses collaborateurs, et comme je disais, c'est vous qui avez écrit le bouquin. Il m'a dit pas tout à fait écrit, mais enfin bon, vous avez corrigé les épreuves, donc voilà. Et donc vous êtes en mesure peut-être d'assurer la liaison, et aujourd'hui, donc philosophe et sociologue de formation, vous dirigez
une plateforme de projets en Picardie qui conduit, donc si j'ai bien compris, des projets depuis leur conception initiale jusqu'à leur mise en pratique. Donc ça sera intéressant de voir effectivement comment l'aspect local est pris en compte dans cette affaire-là. Et je pense que votre intervention prendrait tout naturellement place en première position. Voilà. Ensuite, donc, toujours par ordre alphabétique, c'est un peu l'ordre du jeu. Donc, Isabelle Delareille, qui est une régionale, elle aussi, puisque c'est une collègue de Bordeaux 4, juriste, spécialiste de droit social, et qui est donc chargée de recherche au CNRS, et directeur de recherche au CNRS, je retarde un peu, excuse-moi, et qui aujourd'hui donc dirige le Contrasec, qui est un vieux labo de Bordeaux 4, mais vieux, mais au sens chevronné du terme, qui, comme son nom l'indique, il y a des mots comparés, ce sont des comparatistes en matière de droit, et il y a travail et sécurité sociale. Donc c'est un institut de droit social comparé. Comme elle doit, pour des raisons indépendantes de sa volonté médicale, nous quitter avant sans doute la fin de ce débat, je lui demanderai donc d'intervenir en deuxième position et d'évoquer justement la dimension droit social, droit du travail, pour voir si la notion de frontière locale a encore un sens. Par ordre alphabétique toujours, donc Jean-Georges Micol, qui est à ma droite, que vous avez déjà entendu ce matin, puisque je crois qu'il a dit quelques propos d'accueil, donc a une formation, lui, de terrain dans l'entreprise, donc dans la petite notice biographique, il est dit marketing et développement, mais ensuite, donc, c'est surtout donc, toute une série d'entreprises à l'international dans les hautes technologies, et tu as dû le dire ce matin, je pense, donc Jean-Georges Micol est le directeur de l'agence unique, désormais unique, que le Conseil régional a créée sous l'appellation ADI, Agence de développement industriel, par regroupement de deux agences qui préexistaient, dont l'une était chargée plutôt d'innovation et l'autre justement des questions de transfert. Bon, et puis, donc, j'interviendrai en quatrième position régionale de l'étape, donc pour terminer, et sous l'angle effectivement de qu'est-ce que peut faire une agence de développement à l'heure de la mondialisation, à une échelle, bon, qui pour nous est l'échelle aquitaine. Enfin, Olivier Cyr, donc vous êtes le seul scientifique véritable, je pense, peut-être même de la salle, je ne sais pas. Donc, puisque vous êtes biophysicien, vous êtes donc président de l'Université de Bretagne Sud. Vous étiez. Voilà. Puisque vous avez un découpage un peu géographique en Bretagne, nous aussi d'ailleurs avec l'Université Pau et les Pays de l'Adour et les 4 universités bordelaises. Et vous vous êtes donc particulièrement impliqué sur la question des universités et du territoire, des dynamiques croisées, et en particulier, donc, puisque vous êtes membre et vice-président du Conseil économique et social de Bretagne, vous y représentez l'université toujours, voilà. Vous êtes l'auteur donc du rapport qui a paru tout à fait récemment, c'était il y a 3 ou 4 mois, n'est-ce pas? Du moins, moi j'avais vu sa publication dans l'Avenir régional, qui est votre votre mensuel ou bimensuel, je ne sais plus, breton, qui fait part de vos travaux. Voilà, donc ceci étant dit, notre sujet à nous, c'est d'essayer donc de voir s'il y a encore une pertinence dans la notion de frontière du local, et si oui, donc comment ça peut se passer. Donc je demande au fil rouge historique des 2 colloques de bien vouloir commencer. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est vrai que j'ai peut-être une position ici de témoin. J'étais en 1975 l'assistant de Lucien Sfez et j'ai préparé l'édition des actes du colloque, l'objet local. Et aujourd'hui, j'ai eu un parcours qui m'a amené effectivement à être très actif sur les territoires, et en l'occurrence les territoires du nord bassin parisien, de la Picardie, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais. Avant de rentrer un peu dans les débats, il me paraît important de s'interroger malgré tout sur le titre même de cette table ronde. J'avoue que la formulation, les nouvelles frontières du local m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé parce que pour moi, ces nouvelles frontières, ça fait référence, alors très lointainement, naturellement, à la réflexion qui était celle de Frederick Jackson Turner à la fin du XIXe siècle, qui a
pour le premier posé cette question de la frontière, et la frontière à l'époque, c'était la frontière de la conquête vers l'ouest, nord-américaine. Et donc la frontière, c'était le chemin, la trace sur la carte dans lequel se jouait la relation, l'interaction entre les colons qui arrivaient et puis les Indiens. Et la remarque de Jackson Turner, c'était de dire que, au fond, la frontière, c'était la ligne la plus rapide et la plus forte de l'américanisation, et donc, d'une certaine manière, de la démocratisation des territoires. Alors, cette idée de nouvelles frontières, naturellement, a été reprise par Kennedy dans son fameux discours dans les années 60, dans lequel il plaçait cette nouvelle frontière sur un plan technologique, et la nouvelle frontière, c'était la conquête de la Lune, et une conquête plus large. Donc le titre même de cette table ronde peut nous interpeller en se posant la question, un petit peu comme le faisait tout à l'heure Franck Comaret, en disant, au fond, est-ce que le local est aujourd'hui la marche la plus rapide vers l'innovation et le développement, et est-ce que le message subliminal que nous avons derrière cette énonciation de cette table ronde, c'est pas celui-ci, c'est-à-dire d'un espace de démocratisation, de développement, d'innovation qui est en train de se mettre en place. Alors la question, naturellement, c'est, et Lucien Sfez l'a bien souligné tout à l'heure, c'est quel local? Est-ce que c'est le local France? Est-ce que c'est un local plus petit, plus resserré, plus Saint-Nom-la-Bretèche, dont on parlait tout à l'heure, et pour ma part, j'avoue que c'est un peu au niveau d'un territoire, et le territoire de la Picardie, Nord-Bassin parisien, que je vais parler. Lucien Sfez a aussi parfaitement, et c'est normal, cerné les objectifs et les enjeux qui étaient ceux du colloque de 1975. Pour moi, il y a, dans ce colloque, je dirais que de manière un peu symbolique, la couverture exprime beaucoup de la réflexion de ce colloque. Cette couverture, c'est à la fois, et on hésite, à la fois de la construction, des bâtiments qui sont en train de se construire, voilà, un univers urbanistique qui est en train de se mettre en place, donc une construction d'un nouvel objet qui est en cours d'élaboration, et puis en même temps c'est la pelle excavatrice qui fouille le terrain, creuse, retourne, et donc peut-être détruit quelque chose. Et donc le colloque de 75, pour ma part, reflétait bien cette très grande perplexité entre construction-destruction, perplexité aussi dans les papiers. Pierre Musso rappelait le papier d'Yves Sturze, un objet local non identifié, la voiture. Jacques Bidalou parlait de traces sur un territoire, et le caca comme une trace sur un territoire. Et donc quel est cet objet local? Et puis on voyait bien toutes les questions qui étaient liées à la résistance de ces territoires, avec Anne Coquelin sur Saint-Nom-la-Bretèche ou Emmanuel Leroy-d'Allury sur Montaillou. Donc le cadre que je retire, que j'ai en tête, c'est celui-ci, c'est celui d'une interrogation extrêmement forte sur ce local qui est tiraillé entre des dimensions multiples de construction et de destruction. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, alors je parle à partir des régions et à partir des discours du national, j'ai l'impression qu'il y a eu un renversement presque total. Et au fond, ce que disait Lucien à ce moment-là, c'est-à-dire que, et je crois que c'était dans la préface, il disait hier c'était le bien local, le mal central.
Aujourd'hui, disait-il, en 75, c'est le local qui est en train de disparaître sous les tiraillements de la mondialisation. Et au fond, d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que l'idée, le fantasme, l'utopie de ce bien local, avec les circuits courts, les circuits de proximité, avec des relations sur les territoires qui pourraient se constituer et se restructurer, redevient quelque part. Alors, naturellement, la réalité, les deux sont des faits de construction, mais redevient quelque chose de tout à fait essentiel. Dans le domaine sur lequel je travaille, en tant que directeur d'une plateforme de transfert technologique entre recherche et développement économique, le domaine donc de l'agriculture et de l'environnement, on voit bien à travers un discours comme celui de Stéphane Le Foll combien il y a une prégnance de cette pensée. Produire autrement, c'est au fond faire appel aux initiatives locales. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Interroger les success stories, reconstituer de l'histoire, et une histoire qui peut montrer les voies possibles de changement et d'initiatives. Et donc les maîtres mots, effectivement, aujourd'hui, c'est co-construction, c'est partenariat, c'est collaboration, c'est véritablement une symbolique locale en cours de structuration. Et ce phénomène n'est pas récent. De mon point de vue, la structure donc, que j'y dirige a été créée en 1990 à l'initiative du Conseil régional de Picardie. Alors Picardie, une région de passage, une grande région agricole, mais en même temps tiraillée par des tas de problématiques autour notamment de la consommation, de la qualité, de l'environnement. Et l'objectif de cette structure, qui s'inscrivait dans les contrats de plan État-région, c'était à la fois de fédérer les efforts au niveau régional des différents laboratoires de recherche, laboratoire de l'Université de Picardie-Jules Verne, les laboratoires de l'Université technologie de Compiègne, des écoles d'ingénieurs, donc un maillage de chercheurs sur le territoire qui ne se parlaient relativement peu, et donc créer les conditions de rapprochement entre ces acteurs. Et puis c'était également, et c'était complètement lié aux enjeux de ces territoires, de mettre en œuvre des nouvelles dynamiques de territoire autour des questions et des problématiques propres à ce territoire. Et donc des projets de transfert avec une plateforme collective de projets de territoire. Alors les organisateurs m'ont demandé d'intervenir demain pour en parler un petit peu plus, donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Ce que je veux simplement souligner, c'est que les pôles de compétitivité, et il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Industrie Agro-Ressources, pôle de compétitivité dit à vocation mondiale, qui s'articule entre les deux régions Picardie et Champagne-Ardenne, s'inscrit bien dans ces dynamiques territoriales et dans cette volonté de créer des dynamiques de changement autour de projets prospectifs à moyen long terme. Je participais il y a 15 jours à un colloque sur les futurs des territoires au CNAM et sur la prospective territoriale, et il y avait le préfet du Vaucluse qui est intervenu et qui a souligné en fait que ces dynamiques locales, ces initiatives locales s'inscrivaient aussi à un moment de désengagement de l'État, de réduction des financements et de reprise par les territoires d'un certain nombre de volontés de développement.
Alors ce que je ne dois pas oublier, et j'en terminerai là, c'est que ces visions, alors Franck Ormaret parlait tout à l'heure d'un bonheur partagé, d'une vision partagée, on peut y adhérer, on peut s'y reconnaître. En même temps, je n'oublie pas que la région Picardie, c'est une des régions dans lesquelles le chômage est le plus important, dans lesquelles il y a eu des élections à Beauvais récemment et qui ont vu une progression très forte du Front National. Et donc on voit bien que ces territoires sont aujourd'hui également fortement tiraillés entre des repliements souverainistes, voilà, identitaires, bloqués par cette sinon disparition, du moins amenuisement de l'État-providence, et puis des sursauts et des volontés qui s'inscrivent dans la durée, dans lesquelles il y a à la fois la recherche, il y a le développement économique, et puis donc les entreprises, les coopératives, et puis les pouvoirs publics régionaux en train de pousser ces développements. Alors ce colloque, pour moi aussi, s'inscrit à un moment tout à fait important. Nous sommes en pleine phase de réflexion sur les prospectives 2014-2020, sur les horizons 2020. Et aujourd'hui, au niveau des régions, au niveau national, au niveau européen, c'est bien cette définition ou de programmation des perspectives communes et partagées sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Merci. Donc je pense que dans la discussion, on aura l'occasion de revenir, entre autres, sur la thématique sur laquelle vous avez terminé, sur effectivement l'aspect repli sur soi-même que l'on constate aujourd'hui, suite justement alors vous disiez, suite à la crise d'État-providence, suite aussi aux crises industrielles qui effectivement affectent plus une région comme la Picardie qu'une région comme l'Aquitaine, pour l'instant, pourvu que ça dure. Et ça me sert de transition toute facile sur donc l'aspect, la vision du juriste dans le centre de droit comparé, dans le domaine social. Bon, frontière ou pas frontière, j'en sais rien, du local, tu vas nous dire donc comment la juriste spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale, donc à la fois l'aspect productif et l'aspect redistribution, voit les choses. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque pluridisciplinaire sur une question qui, le local, qui d'emblée met mal à l'aise le juriste, même s'il n'est pas juriste du travail. Le juriste dans un contexte hexagonal qui est celui de la France, qui historiquement quand même a construit son droit, non pas de manière décentralisée, mais de manière très centralisée, au moins jusque dans les années 80. Alors pour les juristes, la question de la frontière et du territoire, ce sont des questions essentielles, des questions de base, parce que c'est à partir de la délimitation et de la détermination des frontières d'un territoire donné que vont se nommer, que vont se doter de moyens des acteurs, des autorités qui vont adopter des normes, qui auront un champ d'application qui sera notamment personnel, mais surtout territorial. Donc le rapport entre un territoire et une norme juridique est un rapport consubstantiel. Alors évidemment, ces territoires dans l'histoire ont évolué. On est passé de territoires nationaux à des territoires supranationaux, même si c'est un peu contesté sur le plan juridique au niveau européen régional, et territoires globalisés. Alors, ceci étant dit, la juriste du travail souhaite dire deux choses par rapport à ce sujet donc qu'est le local. Et l'innovation. Tout d'abord, lorsqu'on est juriste en droit social, l'innovation sociale, elle a un but et elle est portée par des personnes. Le but de l'innovation sociale, c'est le progrès social, c'est l'amélioration du bien-être des individus, des groupes, des collectivités, des communautés.
Et deuxièmement, et ça c'est peut-être plus spécifique aux juristes de droit social, l'innovation sociale, c'est une création collective, c'est une œuvre collective. Et cette œuvre collective, elle est réalisée par des partenaires sociaux, des acteurs économiques et sociaux, en lien et en dialogue avec des acteurs politiques. Alors la question aujourd'hui est de savoir, existe-t-il plusieurs niveaux d'innovation sociale pour un juriste de droit social? Est-ce que s'il existe plusieurs niveaux, ces niveaux sont-ils articulés ou désarticulés? En d'autres termes, y a-t-il un agencement et donc une stratégie globale d'harmonisation, de coordination des niveaux d'innovation et donc de création normative, ou bien est-ce qu'on est en face d'une désarticulation totale et donc d'un millefeuille? Il y a dans notre doctrine travailliste de beaux articles sur le millefeuille des représentations du personnel. Alors, dans un dernier temps, et qui sera certainement le plus long, je voudrais peut-être faire part de quelques résultats de recherche personnelle. Des recherches personnelles qui se situent dans le cadre de l'entreprise, et d'une entreprise transnationale. Et je vais mettre ceci en regard avec notre sujet, donc l'innovation. Les entreprises aujourd'hui, en France et ailleurs, dans le monde entier, sont organisées de manière complexe. J'ai d'ailleurs écrit un article sur les entreprises à structure complexe. Et pour aller vite, on pourrait dire que les entreprises sont conçues de deux manières, qui s'opposent et qui s'articulent. Elles sont conçues, on va dire, de manière centralisée, et elles prennent la forme d'un groupe, qui est une notion reconnue juridiquement, ou elles sont conçues en réseau, c'est-à-dire de manière décentralisée, de manière horizontale. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'entreprise, on doit avoir en tête, en fait, ces deux échelles, l'échelle verticale et l'échelle horizontale. Alors évidemment, en maths, ça peut donner des points de coordination, des points centraux, des points carrefour, mais pour l'instant, d'un point de vue social, on n'a pas encore trouvé ce point-là. Et c'est aujourd'hui, je crois, nous vivons un moment où les acteurs sociaux sont à la recherche de ce point-là. Pourquoi ? Eh bien parce que sur un plan juridique, l'entreprise n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des sociétés. Et des sociétés qui plus est à responsabilité limitée. Donc, lorsqu'on parle de l'entreprise transnationale, dont on sait aujourd'hui que certaines d'entre elles ont des capacités très largement supérieures aux États les plus forts, les plus riches de cette planète, eh bien, en soi, il n'y a pas de visibilité et il n'est pas possible de saisir juridiquement l'entreprise. Seulement les sociétés qui la constituent. Et les sociétés qui la constituent, ce sont des sociétés régies par un droit national, étatique, pas régional, pas local au sens région décentralisée. Il y a une tentative, il existe sur le plan européen des textes qui préconisent et qui stimulent, qui sont censés stimuler la création d'entreprises européennes, dotées d'un statut juridique européen, la fameuse société européenne. Eh bien, je ne sais pas si c'est un mythe, si c'est un rêve ou un vieux souvenir, mais ces textes-là qui existent depuis plus d'une dizaine d'années ne sont à l'origine aujourd'hui de la création que d'une soixantaine de sociétés européennes. Donc, au niveau supra-européen, sur un plan juridique, l'entreprise européenne, d'un point de vue du droit commercial, n'existe pas, et du droit des sociétés. Par-delà, sur le plan mondial, et on sait que les entreprises sont organisées sur un plan mondial, eh bien là, il n'y a rien sur le plan juridique. Or,
ces entreprises transnationales qui gouvernent une bonne part de l'économie mondiale, mais aussi locale, puisque l'organisation en réseau signifie que des entreprises qui ne font pas partie des groupes entreprises transnationales sont en lien co-contractuel avec ces groupes-là. Bref, donc il y a une prégnance très forte au niveau mondial et au niveau local. Ces entreprises-là, en fait, jouent le local contre l'innovation sociale. Et donc, le local, pour nous juristes, le national, est une arme utilisée sur le marché des normes, sur le marché, par les entreprises, par le pouvoir économique, contre l'innovation sociale, pour étouffer l'innovation sociale ou pour stopper des innovations sociales au nom de la concurrence entre normes, au nom de la compétitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que, sur un plan strictement économique et juridique, il n'existe, on va dire que l'européen est tellement insignifiant, qu'il n'existe que le niveau national. Mais le pouvoir économique a évidemment un réseau, un maillage et une mobilité mondiale que n'ont pas les acteurs sociaux. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue social, du point de vue des acteurs sociaux, la recherche consiste en quoi? Elle consiste à faire découvrir et à amener, à conduire ce pouvoir économique à accepter d'exister sur un plan social et sur un plan normatif. Et donc, nous n'assistons pas à des innovations sociales sur le plan local, mais à des expérimentations sociales sur un plan mondial. Sachant que pour nous juristes, de ces expérimentations que nous considérons, selon notre grand inspirateur génie, comme le berceau de l'avènement de nouvelles normes sociales, eh bien, ces expérimentations consistent à forcer l'acteur économique à se considérer comme un interlocuteur de l'acteur social organisé sur le plan mondial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est donc pour l'instant dans une dislocation, et que l'expérimentation sociale consiste à créer et à montrer la nécessité d'établir des équivalences de niveau et des équivalences de capacité juridique à normer le social, et spécialement au niveau supranational, pour nous donc européen ou mondial. Et pour exemple, pour un juriste du travail, l'innovation sociale, qui est donc, comme je l'ai dit, une création collective, elle passe évidemment par la norme type, qui est la négociation collective, l'accord collectif de travail ou la convention collective de travail. Eh bien, il faut donc savoir qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit et de l'organisation économique des entreprises et de l'organisation des pouvoirs publics, eh bien, cette négociation collective est extrêmement bien, à une architecture très développée du national vers le local, c'est-à-dire jusqu'à la commune, en quelque sorte, mais en revanche, au-delà, c'est le vide. C'est le vide, et donc ce sont les acteurs qui expérimentent, et nous observons donc des formes d'expérimentation, de négociation collective sur le plan transnational. Voilà. C'était peut-être tout ce que je voulais dire ici. Merci. Alors, j'espère que tu as répondu un peu par avance aux questions qu'on t'aurait posées si tu étais encore là au moment où la discussion va apparaître. Enfin, nous savons et nous comprenons que tu dois nous quitter, mais tu as laissé effectivement, je pense, un certain nombre de choses qui mériteront d'être reprises. Alors, on va passer à peut-être une autre dimension ou une autre approche avec celle donc, de l'articulation des territoires et notamment de la partie connaissances, formation telle que peuvent jouer les universités, etc. Donc, je disais tout à l'heure que vous vous êtes fait un peu une spécialité, un renom dans ce domaine, non seulement donc, dans votre région
l'origine, puisque vous êtes donc vice-président du Césaire local, mais également donc sur le plan national, à travers l'association dont vous allez sans doute parler, que vous animez, ou dont vous animez le conseil scientifique. Et puis j'ai vu dans votre bibliographie, et ça, il y a des petits cachotiers ici, parce que je regarde le directeur de l'INDL. Je ne savais pas que vous aviez travaillé sur la ville d'Agen pour le compte de l'INDL, dont le directeur est notre président du Césaire. Donc il faut des colloques de ce type pour savoir ce qui se passe dans la région. Donc c'est au moins une des utilités. Merci. Bien. Merci pour cette introduction. Je voudrais moi également très sincèrement remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, et plus singulièrement Luc Pabeuf. Je dois dire qu'ayant pris connaissance du programme, je suis venu avec une certaine gourmandise, certaine, qui je crois qu'il va bien d'ailleurs avec la région Aquitaine d'une manière générale. Alors, je voudrais juste, avant de vous communiquer quelques points qui m'importent, dire un petit peu effectivement d'où je parle. Aujourd'hui, effectivement, j'ai pu faire un peu progresser l'idée qu'une université pouvait être de territoire. Quand j'ai commencé cette démarche il y a un peu plus de 2 ans, très clairement, c'était un gros mot. Il n'était pas question d'associer l'image d'université avec un territoire. On sait que le mot universitaris souhaite être de partout du monde entier, mais surtout pas de la ville ou de la région, voire du pays dans lequel il est, parce qu'il a l'impression d'être enfermé et de perdre son universalité, qui à mon avis n'est absolument pas en péril en l'occurrence. Alors, je me suis posé la question en fait notamment sur le domaine de l'innovation, quelle était la place effectivement d'une université, comment elle pouvait contribuer et en fait quelle était sa place. Alors, je vais rappeler juste une petite anecdote je ne dirais pas qui a été le déclencheur, mais qui a été un petit peu la preuve par 9. J'ai assisté à 3 mois d'intervalle à 2 colloques. Décembre 2011, c'était le colloque de la CPU, donc la conférence des présidents d'université à Marseille, où était présenté un diagramme avec au centre, un diagramme en étoile, au centre les universités, autour les villes, les organismes de recherche, etc., etc. 3 mois plus tard, dans un colloque à Poitiers de l'Association des villes universitaires de France, on présentait un dialogue tout à fait identique avec au centre la ville, autour les universités, les entreprises, etc. Je me suis dit, mais en fait, le propos étant le même dans les deux contextes, qu'est-ce qui est au centre? Est-ce qu'on n'a pas une vision, poser la question c'est y répondre, très anthropocentrique? Autrement dit, on met systématiquement son institution au centre du diagramme et on a nos satellites tout autour. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que le centre, c'est le territoire, comme ici. Tous, nous avons dans nos responsabilités, dans nos missions, un but, c'est d'augmenter l'attractivité, le rayonnement, le bien-être dans le territoire où nous officions, ce territoire étant bien entendu une notion polysémique. Je vais évacuer très rapidement, parce que je trouve que ça a été extrêmement bien traité ce matin, le local où s'arrête-t-il. Ça a été dit par M. Sfez. Je crois qu'on ne peut pas réifier. On sait que nous, en biologie, on peut étudier localement des propriétés d'un système en mettant un projecteur bien à un endroit, mais on sait que ces propriétés locales dépendent d'un système global, ce qui ne veut pas dire que ces propriétés qu'on peut observer à une échelle sont purement imaginaires. Non, elles ont une réalité, mais elles sont la résultante, surtout dans un monde ouvert globalisé, de quelque chose qui est effectivement, qui résulte d'échanges, ça a été dit aujourd'hui, sur les outils. Alors, ma question, c'était comment définir une stratégie territorialisée. Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, à beaucoup d'échelons, ce sont effectivement des stratégies. Alors, premier principe, je vais essayer de mettre ça un petit peu sous forme de points, comme je vous l'ai dit, c'est une vision multi-échelle. Je pense qu'on a un besoin extrêmement important d'une cohérence d'acteurs qui agissent à tous les niveaux. Alors, pour moi, les niveaux, c'est une échelle qui commence à l'Europe et qui vont jusqu'au bassin de vie. Toute action, bien entendu, à chaque niveau, repose sur des stratégies, des leviers, des outils et des méthodes qui leur sont propres, mais il me semble que quand on agit à un niveau, on doit se préoccuper de ce qui est fait au niveau supra et infra. Vous avez tous lu dans le projet de loi sur la décentralisation que tout ce travail intéressant se passera au niveau d'un haut conseil territorial. Ça sera l'AREN. Je n'ai pas entendu parler des jeux potentiels des metteurs en scène. On sait que tout devra se régler là. Personne ne dit comment. Donc ça dépendra de l'intelligence humaine collective. Du moins, c'est le vœu que je fais. Le deuxième point qui m'est apparu, mais je peux préciser qu'en fait mes interlocuteurs dans ma démarche, ce sont des élus de villes moyennes, ce sont des responsables de technopoles, de pôles de compétitivité, de laboratoires de recherche, enfin bon, tout ce que j'appelle l'écosystème effectivement qui peut contribuer à l'innovation.
Un constat que j'ai fait, c'est qu'il me semble qu'il y a une confusion très grande entre un rôle de stratège et un rôle d'opérateur. Alors ce qui est gênant, c'est que, enfin ce n'est pas gênant, mais ce qui est la réalité, c'est que souvent des opérateurs ont aussi à définir une stratégie. Ça peut être au niveau d'un président de région, ça peut être un président de pôle de compétitivité ou d'université. Ça entraîne quelque chose qui me paraît assez négatif dans ses effets, et qui constitue pourtant le paradigme aujourd'hui, c'est quand on veut étudier, quand on veut mettre en place une stratégie au niveau d'un opérateur, l'opérateur va se placer sur le territoire où il est pertinent. Vous prenez un élu, ça peut être un conseil, un département, une intercommunalité, bref, vous comprenez le principe, et une fois qu'il prend en compte ce périmètre, il va décliner son action dans ce périmètre. Alors ce que je propose, et ce que j'ai déjà proposé précédemment, c'est de dire quel est l'important en fait dans la stratégie, c'est de définir un projet. Alors on peut prendre après développer l'innovation. À partir de cela, on va définir un territoire pertinent pour ce projet. Donc c'est une logique de projet, c'est plus une logique d'acteur, c'est plus une logique d'institution ou d'organisation. Une fois ce périmètre défini, qui n'est pas forcément, tout le monde le comprend, un périmètre géographique, administratif, et c'est bien là où l'élu se sent très seul pour travailler là-dessus. Je crois que ça a été souligné par Madame précédemment sur les questions de gouvernance qui sont afférentes. Une fois qu'on a défini ce périmètre, c'est de recenser les acteurs, les opérateurs qui sont sur ce terrain-là et de les mettre en cohérence. Alors ce que je peux dire, c'est qu'à travers les auditions que nous menons au Césaire de Bretagne, je vais prendre le dernier sujet en cours auquel je contribue, c'est le décrochage scolaire. Nous avons auditionné une dizaine d'acteurs. Je crois que sur les 10, il n'y en a qu'un qui s'est positionné par rapport aux autres acteurs. Tous les autres nous disent qu'on travaille très bien, on a tant de jeunes qu'on suit, etc. Mais personne ne nous dit ces jeunes, d'où viennent-ils, où est-ce qu'ils sont passés avant, où est-ce qu'ils vont passer après. Autrement dit, la notion de trajectoire, la notion de cohérence d'une action, et Dieu sait qu'elle est importante aujourd'hui, je parle de cette question de décrochage scolaire, eh bien, on n'a pas cette cohérence. Les acteurs travaillent dans une logique un peu, là, pour dire les choses, plutôt de rivalité et de précaré que d'efficacité globale, parce que je pense qu'il n'y a pas eu un moment où on a défini effectivement la question à un niveau au-dessus. Donc, vraiment cohérence et confusion, plutôt confusion entre à quel moment on est stratège, à quel moment on est opérateur. Dès qu'on est opérateur, je pense qu'on est enfermé sur un territoire. Donc je crois que cette question-là doit être traitée en amont, même s'il faut un petit peu se dédoubler, je dirais, dans sa conception des choses. Donc ça veut dire, bon, si on veut par exemple favoriser l'innovation, c'est par exemple vous travaillez sur la formation des jeunes, c'est de définir premièrement ce périmètre, ce territoire pertinent, on l'a compris, recenser, mettre en cause, en cohérence l'action des opérateurs, et ensuite effectivement pouvoir travailler. Alors, du point de vue des élus, avec qui j'échange aussi également, il y a un vrai problème, parce qu'un élu, c'est un territoire. Et on sait très bien, ils le disent eux-mêmes, que travailler sur des logiques bien partagées sur plusieurs circonscriptions ou autres, c'est pas très vendeur vis-à-vis des électeurs. Donc il y a un vrai frein, et l'articulation qui va être demandée aux différents élus du bloc local, ça va être une question extrêmement complexe pour eux à résoudre, puisque ça bouleverse. Je crois que ça résonne avec ce qui a été dit précédemment, ça bouleverse en fait les modes de fonctionnement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites les mêmes constats que moi, on est beaucoup plus sur des mouvements tactiques qui vont essayer d'établir une certaine suprématie qui ne sera pas durable. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a 48 heures, le projet de loi ESR a bloqué notamment sur les rivalités métropole-région. Alors une métropole, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une émanation d'un potentiel régional ou est-ce que c'est un trou noir qui absorbe toutes les ressources? Devinez quelle est la réponse que font les maires de villes moyennes. Je crois que c'est un point qu'on ne doit pas négliger. Ce qui est important aussi, mais ça c'est pas une grande découverte, c'est qu'en fait plus le grain territorial sur lequel on travaille est fin, plus on voit que l'interpersonnel va jouer très fortement. C'est pour ça que certaines choses, quand je parlais de certains leviers, de certaines stratégies qui diffèrent suivant le niveau, au niveau local, donc on voit à peu près, on peut mettre bassin de vie si vous voulez derrière, c'est quelque chose qui est très important. Le point de vue des entreprises, en fait, on sait qu'elles travaillent par réseau concentrique, elles vont trouver elles ont besoin elles aussi d'une proximité et elles vont élargir de manière concentrique leurs relations autant que de besoin. Et bien entendu, une entreprise ne connaît pas les limites administratives. Si on sort du canton ou du département, ça ne pose a priori pas de problème. Je pense que pour le monde de la recherche non plus,
On voit quand même toutefois sur le jeu des technopoles et des chambres consulaires, les technopoles étaient très territorialisées. Aujourd'hui, elles font de la smart spécialisation, parce qu'elles ont bien vu qu'elles ne pouvaient pas rester que sur un champ territorial qui ne répondait pas aux attentes. Alors, d'une manière plus générale, je ne vais pas être trop long sur ce point-là. Je défends, alors c'est sans doute ma formation initiale de physiologiste, hein, on essaie de comprendre le côté fonctionnel des choses. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup trop d'organigrammes dans la tête qui ne sont absolument pas applicables aux situations telles qu'elles fonctionnent. Je ne dis pas telles on peut les décrire d'une manière effectivement très centralisée. On doit aller effectivement sur cette vision systémique, sur les réseaux. Je crois que cette affiche est tout à fait parlante. Dans un réseau, qu'est-ce qui est important? Ce ne sont pas les nœuds, ce sont les liens et surtout les flux d'informations qui circulent entre ces acteurs, entre ces nœuds. Donc les outils existent, ce sont ceux de la complexité, ce ne sont pas les plus simples, mais je n'en vois pas d'autres aujourd'hui. Mes recherches vont travailler également sur des comportements complexes de population de bactéries, pour faire simple, et on voit bien qu'on a des lois émergentes qui ne sont pas la somme des constituants. En ce sens, ce n'est pas de l'émergence. Et je crois que tant que 1 plus 1 font 2, ça n'intéresse personne. Il faut que ça fasse 3. Et je crois que cette approche permet de mieux comprendre comment fonctionnent les choses. Et donc, je voudrais également, sur un dernier point, dire une chose. On a parlé déjà ce matin pas mal d'innovation technologique. Il me semble que l'innovation organisationnelle est un frein. Nous devons arriver à penser un petit peu autrement, à nous organiser autrement, parce que je trouve aussi assez étonnant que tout le monde constate que le monde est en mutation, que les temps de vie changent, mais nous sommes beaucoup plus frileux quand il s'agit de reconcevoir nos pratiques, nos outils, qui restent en fait les outils qui fonctionnaient sur des systèmes linéaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas linéaires. Puis juste un petit dernier clin d'œil. Sur les propos de ce matin, j'ai l'impression d'être à un colloque de géométrie, parce qu'en fait, la notion de dimension est revenue un très grand nombre de fois, d'ailleurs dans des acceptations différentes. Je crois qu'il faut qu'on passe à la 4e dimension très très vite, et de voir vraiment, et c'est ce que je fais moi à travers un recensement des liens entre entreprises, clusters, laboratoires, pour montrer, en fait, donner à voir l'écosystème en région. Parce que c'est comme ça, je pense, en élargissant l'horizon radar des acteurs, qu'on pourra faire comprendre comment cela fonctionne, et à ce moment-là, essayer de mettre en place effectivement un système de gouvernance ou au moins un système de régulation. Parce que ce qui est intéressant dans le fonctionnement systémique, c'est qu'on n'a pas comment dirais-je, j'allais dire un majordome, un chef d'orchestre, merci, un chef d'orchestre qui doit me donner la mesure. C'est les interactions multiples entre les acteurs qui sont garants de la robustesse de l'écosystème. Et ça, c'est très important, parce que le système est robuste par lui-même et non pas, donc par là même, il peut mieux résister à des attaques comme on en vit aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement ce matin. Merci. Merci. Donc, je crois que vos propos sont à la fois utiles pour cette table ronde-là, mais je ne sais pas si vous serez encore là demain après-midi, mais la table ronde de demain après-midi me paraît être encore plus, disons, concernée par ce que vous évoquez. Bon, juste petit clin d'œil, dans la salle où nous sommes ici, après avoir tenu ce discours, nous ajoutons toujours que certes, il ne faut pas de nœuds, certes, il ne faut pas de pilote, mais ça serait très bien si la région pouvait quand même jouer un rôle d'articulation entre les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs, ce que nous faisons déjà d'ailleurs, ne serait-ce que parce que la région, ça doit être pareil en Bretagne, est le seul niveau qui contractualise avec tous les autres, puisqu'on contractualise donc avec le niveau européen et on contractualise avec le niveau national, et dans le cas aquitain, de manière plus difficile, un système de contractualisation avec les départements et avec les agglos a également été mis en place, et à une époque, il existait aussi avec les pays, ce qui permettait de couvrir le milieu rural. Manque de chance, les pays, il n'en reste plus grand-chose. Donc, pour contractualiser, il faut être deux, et c'est un des thèmes sur lequel on reviendra peut-être. Alors, un des agents importants, justement, de cette politique régionale est à ma droite, puisque donc Jean-Georges Micol dirige notre agence unifiée ADI. Donc, je pense qu'il va peut-être en dire 3 mots avant d'en venir au propos, qui est, pour nous, effectivement, c'est une politique de développement et d'innovation à une échelle territoriale, a un sens par rapport donc aux différents niveaux d'articulation économique. Oui, merci Pierre.
je vais effectivement vous dire deux mots donc, sur l'agence, donc Aquitaine Développement Innovation, qui a été constituée en début d'année dernière. Donc c'est une création récente. C'est également une fusion donc, entre un pôle qui était plus innovation et un pôle qui lui était plus développement, à l'initiative d'Alain Rousset, qui est donc le président du conseil régional et qui est très attaché donc, au développement économique et très fin connaisseur du sujet. Pour aller sur votre propos, je vous propose de partager avec vous 4 anecdotes tout à fait prosaïques. C'est-à-dire, je m'excuse, je vais faire descendre brutalement le niveau des débats, mais ça vous donnera peut-être un peu de repos après les excellents échanges de la matinée. Et la première anecdote, en fait, je vais vous parler de ma femme. Je vais vous parler de ma femme parce que ma femme est un consommateur comme beaucoup d'autres et elle a cette caractéristique, c'est que par rapport à l'acte d'achat, elle pratique le « j'achète malin, j'achète radin, j'achète câlin ». C'est-à-dire qu'en fonction de ces moments de la journée, elle peut être sur un achat qui est extrêmement, on va dire, rapport qualité-prix. Elle peut être sur un achat qui est un peu intermédiaire parce que il y a des sites de type vente privée, je fais de la publicité pour personne. Et puis le soir, quand son mari regarde un match de Coupe du Monde, elle peut faire un achat pour elle et effectivement, peut-être que le facteur prix à ce moment-là est un peu moins important. Tout ça pour dire que cette même personne, et elle n'est pas unique, enfin elle est unique pour moi, mais d'autres consommatrices et d'autres consommateurs ont son comportement, c'est multiple. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, les différents éléments d'échelle, c'est un peu la même chose. C'est que, et je ne dis pas qu'on les a décrits ce matin comme étant disjoints, mais ils ont vocation à cohabiter tous ensemble parce qu'il y a des réalités locales et il y a des réalités globales. Et j'arrive donc à ma deuxième anecdote. Dans une vie professionnelle un peu remplie déjà, j'ai eu l'occasion d'être au cœur d'une fusion entre certaines des activités d'Alstom, qui est donc un grand groupe de construction et d'équipement de production d'énergie et de matériel ferroviaire, et des activités équivalentes de son pire concurrent qui s'appelle ABB. Et donc en 1999, les dirigeants des deux groupes se mettent d'accord pour fusionner leurs activités dans ces deux domaines à l'échelle mondiale, créant par là même une start-up de 50 000 personnes. Et c'était réellement une start-up de 50 000 personnes, puisqu'on est parti un beau matin du mois de juin pour louer des plateaux de bureaux à Bruxelles, puisqu'il fallait que cette entité ne soit ni à Paris, qui était le siège d'Alstom, ni à Zurich, qui était le siège d'ABB, ni bien même à Stockholm, puisqu'ABB était lui-même né de la fusion d'un groupe suédois, Asea Brown Boveri, avec un groupe suisse, et que dans le cas d'Alstom, c'était la fusion avec un Anglais qui s'appelait GEC. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en réalité, le choc culturel a été assez violent, en réalité, entre la composante alstomienne, qui était finalement franco-anglaise, pas tellement attachée à ses racines, pas tellement pratiquant le local et étant d'une efficacité redoutable, comme savent l'être les grands groupes, mais ayant en face de lui finalement des acteurs suisses et suédois extrêmement attachés à leur territoire et y compris à ce qui est intra-territorial. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la Suède, on parlait de Finspång. On ne parlait pas de la Suisse, mais on parlait de Baden. Et pour moi, ça a été mon premier grand choc, après avoir beaucoup circulé dans des grands groupes internationaux pour lesquels le défi était la globalisation et aller toujours plus vite, plus loin et être en tête de la compétition internationale et de se dire que finalement, entre ces deux grandes entités-là, il y en a un qui avait gardé ses racines et l'autre qui était pas loin d'être en train de les perdre. Alors depuis lors, ça c'était en 99, il y a eu du rétropédalage du côté franco-anglais, fort heureusement, mais c'est pour évoquer cet aspect important et j'avais une discussion l'autre jour avec un collègue sur une jolie construction en cours qui est une école de commerce qui va porter le doux nom de Cage, etc. Et ça m'a un peu rappelé cette anecdote, puisque c'est la fusion de l'école de Bordeaux et de celle de Marseille. Voilà, oui, il faut être dans cette compétition internationale, on ne peut pas la nier, mais surtout faisons en sorte que nos racines, on ne les perde pas. Donc ça, c'était pour la deuxième anecdote. La troisième anecdote, elle nous ramène quand même un peu plus à notre sujet, puisque c'est la question des clusters.
hein, on en a parlé ce matin. On est dans une région où il y a beaucoup de clusters. Hein. Alors les pôles de compétitivité étant une forme très achevée, très complète de clusters, mais au sens européen, on parle de clusters d'ailleurs. Competitiveness cluster, il n'y a guère que les Français, avec un accent aussi vilain que celui que je viens de partager avec vous, qui l'utilisent. C'est le mot cluster. Clusters, mais en tout état de cause, en Aquitaine, aujourd'hui, on a une trentaine de structures hein, de tailles extrêmement différentes qui correspondent à cela, avec des clusters qui ont des ambitions mondiales, Aerospace Valley, Route des Lasers, pour ne citer que ces deux-là, et puis des clusters en émergence, et je vais prendre deux exemples précis, un qui n'est pas encore tout à fait né, qui s'appelle des plantes au service des plantes. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que ce cluster? Finalement, on peut dire que l'idée simple, c'est que nos grands-mères utilisaient des bouillies d'ortie comme herbicide et qu'au-delà de la bouillie d'ortie, dans un moment où les consommateurs, et ça a été cité tout à fait bien par M. Chauvelet, où les consommateurs et les producteurs sont extrêmement attachés à ce qui peut être bon pour eux, utiliser des traitements qui sont le plus biosourcés possible a une réelle valeur. Alors pourquoi il y a une dimension locale? Parce que c'est né à Agen et c'est né finalement autour d'un écosystème local qui s'est constitué entre un groupe qui avait déjà cette sensibilité, un laboratoire, de l'académique, et que finalement ça aurait sans doute pas pu se créer dans un autre endroit du territoire. Hein. Donc là, la dimension locale, elle est avérée parce que ce cluster-là, je fais l'hypothèse que même si toutes les bonnes fées qui se penchent sur l'innovation en Aquitaine, et il y en a beaucoup, hein, et avec beaucoup de ferveur, à commencer par notre structure, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. C'est vraiment l'émanation des acteurs locaux qui a permis cette cristallisation. Autre exemple sur un cluster, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de cluster sans parler des clusters basques. Il s'agit de Rosima, alors ça c'est la partie française du Pays basque. Le cluster basque Rosima, c'est un cluster qui ne s'est pas construit sur la technologie au départ. Il s'est construit sur la mutualisation autour des achats, l'intelligence économique, les ressources humaines, et le recyclage des combinaisons de surf, parce que c'est un problème que tout le monde avait et que personne ne savait traiter. Bon, c'est là où la technologie est un peu arrivée, mais vous voyez, quand les acteurs, et il y en a beaucoup hein, sur la frange atlantique, se sont mis ensemble, c'est pour ces 4 raisons, les 4 premières raisons, et ce n'est qu'ensuite que la dimension très technologique est apparue. Et c'est là où je pense que la notion de projet que vous avez très très bien évoquée est absolument fondamentale dans la dynamique. Ce qui a défini la maille pertinente pour le projet, c'est pas que le fait que ce soit dans les Landes ou que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques, que ce soit dans la partie ouest des Pyrénées-Atlantiques, c'est les acteurs qui partageaient la même problématique, et puis ça s'est finalement assez étiré sur la côte, quasiment jusqu'à la Gironde. Voilà. Donc ça c'était la logique de cluster, et sur la logique de cluster, je pense qu'il faut quand même citer, enfin je me dois de citer le nom de Michael Porter, qui certes n'est pas un brillant économiste français, mais qui je crois a apporté au débat, et j'ai eu la chance de participer à une conférence à l'automne dernier qui se tenait à Bilbao, où Michael Porter intervenait, et je dirais au-delà de ses travaux historiques, il y a vraiment aujourd'hui le concept des clusters est revisité par Porter dans le sens d'un ancrage local, et si l'historique était beaucoup sur l'exportation, la définition ou la description que j'en ai faite est beaucoup plus en ligne. Voilà. Et qui dit cluster, et ça m'amène à ma 4e anecdote, dit ancrage territorial et dit aussi attractivité. Et moi, j'ai été saisi en parcourant notre Bible du week-end qui s'appelle Sud-Ouest par un sondage qui apparemment a été fait par Cadre Emploi auprès de trentenaires habitant la région parisienne. Et selon ce sondage, qui, je vous l'avoue, m'a surpris, mais je vous livre les chiffres tels que je les ai gardés en mémoire, 83% de ces trentenaires veulent quitter la région francilienne,
Et sur ces 83%, je crois que 60% vont passer à l'acte, enfin en tout cas indiquent souhaiter passer à l'acte dans les 3 ans qui viennent. Ce n'est pas juste le ras-le-bol du vendredi soir ou du retour de vacances. Et parmi les régions qui sont citées comme étant pour eux des objets d'intérêt, vient en tête la région sud-ouest à 23%, suivie de PACA et ensuite du Languedoc-Roussillon, si je ne m'abuse. Mais le lien avec les clusters, c'est que je pense sincèrement que pour les cadres en question, l'activité de la région en matière d'innovation, et ça ressort dans d'autres sondages, ces 30 clusters et pôles de compétitivité sont bien sûr un élément important. Donc c'est un élément important pour les académiques, pour les industriels, grands et petits, qui s'intéressent à une filière donnée, mais plus largement, en tout cas moi c'est ma lecture du sondage, ça l'est également pour des gens qui, à un moment donné, sont en passe de réinventer leur vie, ou en tout cas qui y réfléchissent. Voilà, c'était modestement les quatre éclairages, c'est des petits zooms que je voulais partager avec vous ce matin. Merci. Donc, sur ces éclairages divers, je crois qu'effectivement, on retrouve un petit peu la même interrogation qui est est-ce que la notion de frontière a un sens? Donc, il n'y a plus qu'un seul domaine où, effectivement, il y a des frontières prédéfinies, c'est le domaine administratif. Je serais tenté de dire, mais encore d'ailleurs, parce que même dans ce domaine administratif qui reste assez serré, bon, à condition de prendre une échelle de temps assez longue, parce que vous disiez qu'effectivement, on avait l'impression que, alors que les entreprises, alors que la vie sociale allait très vite vers d'autres espaces, on restait accrochés à nos... Bon, alors c'est effectivement très long, mais en fait, quand on regarde effectivement sur 20 ans la montée en puissance du phénomène des EPCI, par rapport aux communes, et avec des fluctuations de territoire qui vont quand même dans un sens de rationalisation. C'est ce qu'on a pu constater avec la dernière réforme qui est faite. L'interrégionalité, dont on disait qu'elle qu'elle était plus du domaine du vœu pieux que de la réalité, on en a eu une illustration lorsque vous parlez de votre pôle mondial. Il est mondial parce que vous vous êtes accouplé ou accoquiné avec Champagne-Ardenne. Et pareil pour nous. Il est clair qu'on ne pouvait avoir un pôle de dimension mondiale que si Aquitaine et Midi-Pyrénées étaient ensemble, et même si les Toulousains pensent le contraire, et réciproquement. Donc, il se passe des choses. Le problème, effectivement, c'est que c'est très long, parce que, bon, c'est un processus, effectivement, où ce sont les intéressés eux-mêmes qui prennent les décisions, ce qui, évidemment, est le système, en général, le plus difficile, parce que lorsque ce sont d'autres qui prennent les décisions, on pousse un petit peu à la roue. Lorsque ce sont les élus eux-mêmes qui doivent se faire harakiri, on comprend un petit peu. C'est bien pour ça que même sur le plan universitaire, nous le vivons ici. Demander à des universités telles qu'elles existent de constituer une nouvelle université et de faire fusionner tout ce beau monde, on part effectivement comme en 14 en chantant, mais on revient un petit peu déçu quand même. Voilà. Bon, alors, justement, avant peut-être de lancer la discussion là, je voulais un peu demander aux 3 participants qui restent si vous vouliez réagir mutuellement. Donc j'ai essayé de vous titiller un peu pour lancer les choses, puis vous aussi, et puis on me demandera à la salle donc de poser ces questions. Merci, je vais réagir effectivement brièvement. Bon, juste pour le propos final tout à l'heure, je pense qu'effectivement, pour moi, la région est le bon niveau d'action. Je veux dire, après, on passe directement à l'international, l'européen si vous voulez, et il me semble que là, entre un chef de file, un rôle de régulateur, un régulateur, c'est pas forcément, voilà, c'est pas tout à fait le dictateur non plus. Faut dire ça. Ce qu'on voit et ce qui est, pour revenir sur quelque chose qui m'est cher, vous l'avez compris, c'est cette logique de projet. C'est qu'on a aujourd'hui, on voit quand même des stratégies de regroupement. C'est en gros l'argument, c'est la taille critique pour rentrer dans le jeu. On a vu les combats entre Lille, Marseille et Lyon sur le statut de métropole européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne définit plus la métropole seulement par un nombre d'habitants, une taille critique, mais aussi par un rôle, justement, je reviens sur ce mot qui est important, de régulateur et d'artisan, en fait, pour équilibrer toute une activité à cette échelle-là qui me semble assez pertinente.
pour cette question effectivement de démarche projet, ce qui est un petit peu quelquefois agaçant, c'est de voir qu'on met en avant des logiques de fusion sans avoir dit avant pourquoi on fusionnait. Je veux dire qu'en Bretagne, il y a eu des petits épisodes comme ça, un petit peu, avec un peu d'électricité électrostatique, parce qu'on dit qu'il faut fusionner, mais on s'aperçoit, et c'est pas vrai qu'en Bretagne, que alors je prends par exemple les universités qui ont fusionné à l'intérieur, ça crée quand même quelques remous. Là, on peut pas, c'est pas l'argument de l'ancrage territorial, c'est que, mais au fait, pourquoi, pour qui, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Autre point qui relève plus de ce que je vois également, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé, pour la région Bretagne et Pays de la Loire avait monté un projet d'IDEX qui a été retoqué, mais on s'est dit de la même façon, si Bretagne et Pays de la Loire ne vont pas ensemble, ça ne fonctionne pas. C'était de travailler l'interrégionalité. Alors, ce qui était intéressant, j'ai suivi dans tous les dossiers, c'est que tout le monde faisait comme si on savait tous travailler à l'interrégional, alors que personne ne savait le faire. Bon, on peut dire que c'est les universitaires qui ont là, il y a un travail colossal de fait qu'il faut reconnaître, d'ailleurs qui a été capitalisé par la suite. Mais ce qui était quand même assez choquant, c'est que tout le monde faisait comme si c'était, bien sûr, on va travailler interrégional, pas de souci. Et j'ai observé donc quelques mois plus tard, vous avez peut-être vu qu'il y a un espace métropolitain qui s'est créé, Angers, Nantes, Rennes, Brest, qui est une très belle façon de contourner la question de l'interrégionalité, parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passera au niveau des métropoles, qui sera vraiment échangé, mais on a vu que ça passera sans doute par les métropoles plutôt que par les régions. Peut-être que c'est plus facile, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à souligner, de voir comment les connectivités, les interconnexions, il y a des endroits ça peut être difficile à gérer politiquement. On va le faire à travers un autre niveau qui, au bout du compte, par les réseaux et les cercles concentriques qui sont autour de ces métropoles, gagneront sans doute les régions, ou ne gagneront pas d'ailleurs, mais je trouve que c'est intéressant à observer. Oui, ma réaction, c'est sur la logique de projet. Je pense qu'effectivement, le local, si on souhaite le définir, il doit se définir à travers des projets. Alors ensuite, il faut bien identifier la nature des projets. Projets bottom-up, top-down, etc. Et pour moi, dans la pratique au quotidien, la question vraiment centrale, c'est au fond celle qui a été posée à travers critique de la décision par Lucien Sfez, qui était où sont les surcodeurs et comment effectivement cette logique de projet, parce qu'il ne s'agit pas de rapprocher ou d'imposer ou d'essayer de mettre les gens autour de la table, sinon rien à se dire. Il faut rentrer dans une logique de construction et éventuellement de déplacement des intérêts réciproques des différents acteurs de manière à rentrer dans une nouvelle dynamique, alors qui est peut-être artificielle éventuellement, mais qui est réelle et vécue. Et je pense que cette logique de projet, c'est aujourd'hui véritablement le point focal sur lequel on doit travailler au niveau de ces territoires et au niveau du local. Alors ensuite, savoir si c'est la région, le bon niveau, la bonne échelle, l'interrégional, vous l'avez bien souligné, entre Picardie et Champagne-Ardenne, il y avait des intérêts objectifs, entre guillemets, à travailler ensemble, mais il n'y avait pas non plus de très grands groupes, il y avait des enjeux dans lesquels on pouvait travailler effectivement et monter quelque chose qui puisse avoir un retentissement et un ancrage territorial et qui réponde à des questions et à des enjeux de ces territoires. Oui. Jean-Georges ? Un micro-commentaire. Effectivement, et quand on dit projet, pour moi, ça implique à un moment donné aussi du leadership, alors qui peut être individuel, avec un porteur de projet qui entraîne autour de lui. Et puis parfois, le porteur, on le pressent, mais ça peut être un peu tôt dans le processus. Et je pense que c'est là où les structures régionales et des structures comme les agences régionales ou les agences de transfert ont un rôle à jouer. Je pense à la robotique. On a un
un de nos collègues de l'université qui est là et qui travaille avec nous et avec donc les équipes de la région sur l'émergence d'un cluster robotique. Je pense que ça, c'est un bon exemple. Si l'initiative n'était pas venue au niveau régional, je pense qu'on serait avec toujours la quarantaine d'acteurs, dont certains extrêmement connus, mais connus pour une spécialité unique, comme Robosoft, pour ne citer qu'un seul. Et ce travail de bâtir un projet commun, qui prend forcément un peu de temps, c'est fait à l'initiative, pas contre le sens de l'histoire, pas imposé, mais pour nous, c'est plus une vision d'amener un système à devenir autoporteur. Et c'est clair que si, au bout d'un certain temps, les acteurs ne le prennent pas en main, il faudra se poser la question de la pérennité. Mais dans tous les exemples qu'on a à date, les clusters sont devenus autoporteurs. En tout cas, je touche du bois dans l'état actuel des choses. Alors, je vais me retourner vers la salle et vers vous. Donc, il nous reste, je pense, une petite demi-heure, si nous le souhaitons, pour que soit vous interpelliez telle ou telle personne, soit vous... Pardon ? 20 minutes. Bon, 20 minutes. Donc, vous direz que l'on sonne d'accord. Alors, qui souhaite... oui, Claude Lacour, donc, pour démarrer, que vous verrez demain... Tu présides quand? Demain après-midi? Voilà. Non, demain, je reviendrai sur le rôle central de l'innovation tel qu'il est marqué dans l'image. Mais j'ai essayé, une réaction à chaud à ce que j'ai entendu depuis ce matin, qu'est-ce qu'il y a d'innovant sur les discours, les manières d'appréhender, de faire le local. Bon. Je suis un ancien combattant du développement local avec mon voisin et donc un jeune utopiste et j'espère demain trouver la solution. Bon, les clusters, machin, truc. Ce qui me semble important, c'est que l'on a complètement déplacé, et heureusement, je crois, dans ce que j'ai entendu ce matin, la question de l'objet local. On ne se pose plus trop, c'est quoi le local? C'est quoi? Hier, c'était un objet, d'autres nous diraient c'est un sujet. Moi, ce qui me semble plus important, et que je vois, que j'ai senti transparaître dans ce qui a été dit, dans les trois interventions de ce matin et la table ronde, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, l'un d'entre vous vient de dire, c'est pas un lieu local. Oui, mais quand même, c'est où? C'est où qu'il se passe des choses? On a dit Agen, l'INDL, bon, ça me rajeunit. On vient de dire le Pays Basque, on vient de dire la métropole. Donc, quand même, en permanence, se pose la question de c'est où? C'est où, sachant bien qu'il y aura des moments localisés différents. Bon, deuxième chose qui me semble apparaître dans la prise en compte de l'innovation, d'une lecture innovante, c'est comment on ne se pose plus la question à la Mabilo. On était très heureux de voir Mabilo parmi nous, tout de même, Dumas. Mais comment le local, à un moment donné, apparaît, détermine ou pas? On a évoqué l'ancrage. L'ancrage étant peut-être une manière astucieuse de ne plus dire local, l'ancrage. Enfin, il y a des moments et des lieux où vont se passer des choses. Et puis, ça apparaissait notamment dans les dernières remarques sur le projet, c'est pourquoi, à un moment donné, on s'interroge sur, il y a des moments et ce que j'appellerais demain des organisations spatiales, faute de mieux, il y a des moments et des lieux, enfin des lieux, y compris avec des réseaux, où se passent des choses. Et peut-être le regard innovant, 40 ans après ou 20 ans après, c'est qu'il ne faut pas chercher la définition du local. Il ne faut pas chercher la localisation optimale du local. Il faut raisonner peut-être dans la complexité, on en parlera peut-être à table, moins dans la complexité que dans les momentanés et les phasages. Bon, voilà quelques réactions qui me viennent à chaud après vous avoir entendu. J'espère ne pas avoir trahi. Bon, ça
Ça me va très bien. Merci. Je peux faire une réponse, enfin c'est pas une réponse parce que la question est assez profonde et je ne se contenterai pas d'une réponse rapide. Moi je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, le local, c'est les hommes et les femmes avec qui je travaille directement. Et la question que vous avez posée très justement, quand un directeur d'agence de développement me dit mais comment je fais moi pour aider les entreprises qui sont sur mon territoire alors que vous m'expliquez que ces mêmes entreprises elles travaillent aussi, elles ont des partenaires qui dépassent, je dirais ma juridiction, excusez-moi le terme n'est pas pertinent. C'est là qu'on se pose la question où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Et je crois que ce sont ces personnes-là qui ont besoin qu'on les aide pour comprendre comment elles peuvent travailler au bénéfice de leur local. Hein, parce que là aussi, quand je parlais de l'interpersonnel, on ne travaille pas sur l'innovation, notamment organisationnelle, à distance et d'une manière très théorique. Pour moi, encore une fois, je me définis plutôt comme un homme de terrain. Donc, mon local, ce sont ces contacts directs. Et la réponse, effectivement, on doit essayer d'apporter des éléments pour que des élus ou des personnes qui sont en charge du développement local, parce que ça existe, puissent dire, mais comment moi je travaille ici, tout en tenant compte de ce qui se passe là-bas. Je ne suis pas sûr que ça vous convienne, mais très concrètement, moi, c'est comme ça que je le vis. Si je peux me permettre juste d'ajouter une chose qui va aller dans le sens du Claude Lacour, ce qui n'est pas surprenant, ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, c'est que quand on regarde effectivement le développement économique local, donc il se passe quelque chose, les causes et les processus sont extrêmement différents. Et je pense qu'un des points que tu évoquais tout à l'heure, là, en disant que le mot cluster qu'on est allé chercher à l'étranger et que l'on a effectivement pris de manière globalisante recouvre des réalités totalement différentes. Si on met sous le même point, je prends des exemples d'Aquitaine parce que bon, c'est ce que je connais le mieux parce qu'on est là. Bon, il est évident que le laser mégajoule, qui est la base d'un pôle de compétitivité, etc., c'est une opération strictement nationale, militaire, du complexe militaro-industriel. Alors aujourd'hui, on essaie effectivement d'en tirer quelques profits, on ne sait pas encore lesquels, mais ils existeront sans doute pour le transformer en locomotive d'une route des lasers. Bon, mais ça, c'est typiquement quelque chose de top-down, donc c'est bien clair, et ça a marché. Bon, je vais prendre un exemple complètement opposé, effectivement, c'est celui de l'agropole d'Agen, et dont le dernier avatar est l'anecdote que tu citais sur les plantes, etc. Là, c'est vraiment une initiative locale. Et autrefois, donc, quand on parlait effectivement de la recherche des SPL, des systèmes productifs locaux qui, effectivement, avaient leurs racines, qu'on pouvait faire. Bon. Et puis, je prends un troisième exemple qui n'a pas été évoqué. On est en train, en Aquitaine, bon, peut-être un peu présomptueux, on se prend peut-être pour la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, de créer un cluster éolien. Ce qui est quand même gonflé pour une région qui est, avec le Limousin, la seule qui n'a pas une seule éolienne. Ce qui n'est pas absurde pour autant, parce que ce cluster est bâti sur le regroupement d'un certain nombre de savoir-faire technologiques dérivés de l'aéronautique et autres, de la possibilité de disposer de terrains boracés sur l'estuaire de la Gironde, ceux qui sont essentiels pour transporter des pièces de très grosse dimension, et notamment sur un espace atlantique et qui va être très demandeur avec l'éolien offshore. Bon, là, c'est encore un autre cas. Et alors là, on ne peut pas parler ni de mobilisation locale, puisqu'il n'y a aucun ancrage, il n'y a aucune historicité dans l'affaire. On ne peut même pas parler d'une initiative nationale, puisque contrairement au laser ou même à l'aéronautique, ce n'est pas l'État central d'une certaine époque qu'il ne faut pas enterrer totalement dans tous les domaines, qui a été à l'initiative. Bon, c'est en fait le constat fait qu'il existe sur ce territoire un certain nombre d'opportunités qui n'existent pas ailleurs. Les économistes diraient des avantages comparatifs, que les entreprises ont pu détecter, mais qu'elles n'ont pas l'échelle pour mettre en valeur toutes seules, et qu'il est important qu'il y ait une initiative politique derrière pour le permettre. Bien, autre question. Ah, pardon. Oui, merci Pierre. Moi, c'était une réflexion que j'avais envie d'introduire dans le prolongement de la question que reformulait Claude Lacour. J'ai le sentiment que l'attachement au local est peut-être symptomatique dans un monde dont on a parlé en termes ce matin à plusieurs reprises de réification. Je serais tenté de dire aussi
par rapport à une réalité, il était fait référence à des centralités plus ou moins invisibles, la question de la finance et qui renvoie à l'idée d'une économie hors sol, etc. Je crois qu'on est dans un monde qui a besoin de renouer avec l'expérience sensible d'un contact au réel. Et peut-être que la question du local, c'est de reposer aussi la question de ce retour vers la dimension du réel, vers la question du sens dans les deux dimensions du mot sens, celui de la signification et celui de l'expérience sensible d'une réalité qui semble de plus en plus manifestée de façon lointaine et qui ne renvoie pas à ce que chacun vit. Parce qu'on évoquait en aparté avec Alain Diribanter un certain nombre de repères. On a aujourd'hui des repères politiques qui sont assénés. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que ça parle au quotidien des personnes qui font l'expérience de la crise lorsqu'on assène les questions de critères de convergence européens ou d'un certain nombre de choses. Et donc, il y a forcément une exigence de retour à la dimension concrète, expérientielle du réel. Les psychanalystes, je crois, disent le réel, c'est ce qui résiste. C'est pas étonnant que l'objet local renvoie aussi à l'idée de lutte et soit un objet de lutte. Et je pense que c'est assez symptomatique d'un monde qui a tendance à se déréaliser et peut-être convient-il de le rendre de nouveau réel par un retour sensible dans une notion de proximité dont on voit bien qu'en même temps, elle ne peut pas être inscrite dans un seul périmètre, parce que si on s'intéresse au phénomène de perception, des physiciens qui ont travaillé sur les questions d'expérience comme ça, la démarcation, elle procède d'un continuum entre l'intériorité et l'extériorité. Mais je crois que c'est quand même peut-être une autre façon aussi d'appréhender aujourd'hui cette prégnance de la notion de local. De clôture. Franck, vous vouliez intervenir ? Par rapport à ce qui est dit, en fait, ça rebondit, la question, c'est une question d'organisation en phase, d'ailleurs, avec des régimes de phase. Et en fait, donc la phase, c'est la temporalité, c'est pas simplement la spatialité. Ça me semble important dans les effets de dimensionnement. Et il faudrait, à chaque fois, essayer de voir comment s'organise cette spatialité, cette temporalité, et autour des technologies de la vitesse. Mais ce que je voudrais dire, c'est et que le lieu, c'est un lieu, spatialisé, mais c'est aussi ce que Berck appelait la chora, c'est-à-dire en fait c'est un lieu où on vit, c'est une appropriation du lieu, c'est pas simplement en fait un spatium, quoi. Spatium et chora sont à penser comme régime d'existence dans un lieu et en fait nœud géométrique de rencontre. Mais la question par rapport à ce qui a été dit, il me semble qu'il y a ce que j'appellerais le complexe difficile des trois pros: projet, programme, prospective. Et il me semble que l'articulation de ces trois pros, la culture du projet, d'accord, mais en fait, on sait bien, quoi, depuis Chapiello et Boltanski, que c'est insuffisant. Bon, puisqu'en fait, c'est un capitalisme, dérégulateur, post-fordiste, mais en même temps néo-taylorien. Donc en fait, la culture de projet, oui, mais elle est insuffisante quand elle n'est pas articulée sur le programme. Qu'est-ce que ça veut dire un programme aujourd'hui ? Ça renvoie à une dimension temporelle, c'est clair. Les dimensions du projet et du programme ne sont pas contradictoires, je pense qu'elles doivent s'articuler. Et sur une autre dimension temporelle qui est la prospective, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, là on a besoin, disons, de vision. Alors on peut avoir des visions micro, c'est-à-dire Agen, moi je trouve ça génial, cette espèce d'émergence, c'est pas contradictoire avec un monopole, enfin pas un monopole, avec une manifestation d'une technopole, heureusement d'ailleurs, piloté par une politique nationale dans un cadre européen inexistant. Les technopoles françaises en sont quand même l'illustration. Et là, il faudrait quand même souligner, l'absence de cette dimension européenne concernant des politiques d'investissement, d'infrastructure, d'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, il est probable aussi que si on voit un peu l'état actuel de cette nouvelle division internationale du travail, que, évidemment, ne penser que des termes de l'échange en termes d'échanges financiers et de libéralisation financière à l'encontre, évidemment, des politiques industrielles, eh bien, en fait, le bilan est difficile. Enfin, le bilan, c'est la réindustrialisation aujourd'hui, quoi. Donc la dernière dimension, il me semble que là, on avait en France, et pas du tout franco-français, on avait en France une tradition innovante autour de Berger, que je citais ce matin, de prospective, qui a été abandonnée, et une politique du plan qui a été rejetée, alors qu'en fait c'était de l'économie concertée.
Et là, il me semble qu'aujourd'hui, il faut relancer cette réflexion. Alors, c'est un désir qui serait celui de l'articulation des 3 programmes dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais c'est en synthèse avec ce que vous dites, pour essayer de voir que le cercle vertueux, entre guillemets, ça serait l'agencement, hein, comme la juriste, de ces 3 pros, qui nous permettrait évidemment de mettre un quatrième pro, qui serait la professionnalisation. Voilà. Oui, merci. J'aimerais souligner, premièrement, une distinction entre les façons d'entendre le local qu'on a écouté ce matin, dans la matinée. Hein, parce qu'il y a, à mon avis, 2 façons complètement différentes qu'il faut distinguer. La première est le local comme opposition au central, au centre, hein, et l'autre, le local comme territoire limité sur lequel se passent des relations fortes, identitaires, des représentations, etc., en opposition à une vision nationale ou, disons, territorialement élargie. Ça, c'est 2 façons complètement différentes. Dans le premier cas, à mon avis, on utilise le local en opposition au central, qui, à mon avis, n'est pas la juste opposition. L'opposition est centrale-périphérique. On demandait, il y a 30 ans, un pouvoir à la périphérie, pas au local. Le local existe partout, même Paris, même la grande ville a une structure d'organisation sociale, etc., locale. Là, vraiment, on ne parle pas de local, mais parle de périphérie. Alors, pas de surprise si on a vu, comme le professeur Sfez le soulignait, une reproduction fractale des systèmes de pouvoir. Parce que quand il y a un centre, il y a toujours une périphérie. Il y a une centralité nationale, il y a une centralité régionale, il y a une centralité urbaine dans l'opposition centre-ville-banlieue. Mais là, alors, c'est autre chose. Hein, et c'est véritablement un problème plutôt d'analyse du système du pouvoir, peut-être sur lequel les spécialistes des Sciences Po peuvent intervenir. L'autre opposition est l'opposition entre un espace restreint où véritablement on peut regarder des liens identitaires qui peuvent, à un moment donné, donner lieu à des processus de développement et des processus d'innovation auto-soutenus. Hein. Et là, véritablement, on a, à mon avis, bon, comme économiste, je vois une opposition très importante qui a donné dans le temps lieu à un renouvellement disciplinaire par rapport à l'économie mainstream, en regardant véritablement les effets économiques des relations sociales, des relations identitaires, des relations de l'ancrage spatial. Et alors là, on a ouvert l'analyse des phénomènes de développement et d'innovation à des espaces particuliers comme les districts, comme les villes. Et ça, c'est disons, la richesse et même le potentiel qui est encore ouvert de l'analyse à travers les locales.
Mais il y a un autre point que je voudrais souligner. M'a étonné beaucoup le fait que en France, on utilise, et on a utilisé dans la table ronde, le terme cluster comme indicateur d'un ancrage territorial. Vraiment, bon, en statistique, un cluster, c'est un regroupement d'objets avec des similitudes. Dans la théorie de Michael Porter, c'est des agglomérations d'activités qui ont des relations spécialement d'input-output, d'entrée-sortie, ou de collaboration même. Mais le territoire n'existe pas. C'est une localisation concentrée. C'est l'équivalent du terme agglomération pour désigner une ville. Mais une ville n'est pas une agglomération. Et un territoire, un objet local, je voudrais dire un territoire, n'est pas seulement une agglomération d'activités. Et là, je dois dire, déjà quand le terme cluster avait été lancé, il était arriéré par rapport à une réflexion théorique tout à fait remarquable de point de vue disciplinaire, d'innovation disciplinaire qui s'était passée depuis, on a cité Marshall, mais après Beccatini, où les dimensions sociales ont été ajoutées, mais aussi l'école française de la proximité, mais aussi le réseau sur les milieux innovateurs avait amené des innovations remarquables. Déjà quand le terme avait été lancé sur les marchés. Vous dites maintenant, M. Porter parle aussi d'ancrage. Bon, il arrive 40 ans après ce que s'est passé dans les littératures spécialisées sur le rôle du territoire. Le rôle du territoire dans la création et le soutien des processus d'apprentissage collectif. On parlait de ça début des années 90, d'apprentissage collectif, et l'individuation du rôle du territoire local comme réducteur d'incertitude dans le processus d'innovation, à travers la socialisation des compétences, à travers la force des liens identitaires. Alors peut-être le terme cluster peut être utilisé pour indiquer ce regroupement artificiel, disons, un peu piloté, d'activités. On en parlait il y a quinzaine d'années pour désigner Sophie Antipolis, qui n'a jamais, on pensait qu'il n'avait jamais fonctionné comme un milieu innovateur, comme un territoire, un lieu d'intégration. Peut-être dans votre expérience de pôle de compétitivité, qui à mon avis est terriblement intéressante. Je la cite toujours en Europe comme la seule possibilité de répliquer des processus qui sont naturels, spontanés, la meilleure interprétation artificielle et de policy de ce, parce que il y a déjà une richesse, une interaction, une intégration, mais l'ancrage territorial probablement est quelque chose qui va au-delà de ça. Merci. Merci Roberto. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces thèmes demain. Il y avait une dernière, malgré ton impératif horaire, donc je crois qu'Alain avait demandé la parole. Il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient levé la main. Alain, donc si tu veux bien. Juste, rapidement, on voit bien que la notion de territoire ne tient pas la route. C'est plutôt la notion de local ne tient pas la route. C'est la notion de territoire qui est en fait derrière toutes les discussions. On voit bien que c'est du coup le problème de l'articulation d'un territoire d'action et d'un territoire d'identité.
qui fait la référence. C'est un construit social. Le territoire en tant que tel, c'est ça qui compte. Et en fait, il me semble que ce qui est le plus important dans les exposés qu'il y a eu, c'est la référence à un modèle biologique plutôt qu'au modèle de type physico-chimique. Parce que le modèle biologique, justement, qui est en fait la référence implicite de toutes les discussions, c'est que c'est une logique de régulation. Il n'y a aucune stabilité en soi. C'est un système qui est continuellement piloté. Et à ce moment-là, on voit très bien que du coup, on discute sur les hiérarchies, les identités, et ainsi de suite. Et donc, c'est entièrement une construction. Donc, c'est une construction qui est stable du point de vue conceptuel, mais qui est continuellement objet de reconstruction à longueur de temps. Donc, on peut discuter. Effectivement, on a le concept de cluster, mais qui est un concept qui a été, tel que Porter l'a présenté, et merci, qui a été complètement dépassé depuis des années. Ce qui compte simplement, c'est comment on fabrique des logiques d'agglomération. De ce point de vue-là, il ne faut pas oublier la logique des amas, hein, tout ce qui est la construction des fractales, quand on a des représentations, qui est en fait des ensembles qui ont des performances et qu'on essaye de construire à un moment donné, avec des hiérarchies qui peuvent être extrêmement variées en fonction du temps. Puis on reprendra la discussion sur le caractère complètement périmé de la conduite de projet. C'est l'inverse. Ben, on dit que c'est un truc... J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'en fait, il y a les 3 pros, c'est-à-dire qu'il faut programme, projet et prospective. Et que si on n'a que projet... Non, mais par définition, un projet articule des programmes et de la prospective, parce qu'il n'y a pas de projet sans vision. Donc il n'y a pas de projet sans action. Oui, mais si vous donnez les définitions des mots, c'est parfait, oui, très bien. Oui, mais très donc bien. il faut s'entendre. Mais on n'a pas la même définition des mots. Et donc c'est un projet, c'est une construction d'acteurs sur une vision et en vue d'agir. Et dont l'intérêt est justement de prendre des acteurs dont les logiques sont opposées, voire différentes les unes des autres, en vue de fabriquer un projet commun, en vue d'agir sur quelque chose. Donc effectivement, le problème de la construction du projet est en plein au cœur des discussions qu'on a, mais on pourra le reprendre. Non, mais c'est l'idée du nouvel esprit du capitalisme de Cappiello et Boltanski qui fonctionne au projet, mais c'est une autre question. Bon, je crois que vous allez pouvoir continuer ce débat intéressant et sémantique au départ, parce que je crois que si on ne donne pas le même sens aux mots, effectivement, on a toujours des difficultés pour s'entendre, c'est le problème du dictionnaire. Et donc, comme on fait signe qu'il faut terminer, alors avec l'accord de « nous ne reparlons plus », et on va demander à Jean Dumas de... Je vais aller assez vite aujourd'hui, dans la mesure où demain je pourrais blaguer encore. Voilà, je voudrais exposer l'histoire d'un homme situé dans un état de profonde schizophrénie. En 1975, je participais au colloque. Dans ce colloque, me voilà écartelé. D'une part, je participais au gauchisme autogestionnaire de la CFDT, qui fait que c'était pas tout à fait le centre du colloque, mais il y avait quand même des gens qui s'exprimaient. Puis d'autre côté, j'étais déjà géographe. Géographe, silence. Dans le colloque, pas d'espace. Dans le colloque, pas de géographe. Dans le colloque, pas de géographie. Bon. Aujourd'hui, j'écoute avec attention. Je dirais que mes utopies autogestionnaires sont un peu cabossées. Elles ont évolué, mais après tout, je pense. Mais je pense toujours avec la même peine, c'est celui de me savoir ici, un être qui a un statut scientifique, académique, particulier, le géographe, celui qui parle non pas du local, qui parle du lieu, qui parle de l'espace, en se raccrochant d'ailleurs très vigoureusement aux apports d'une autre discipline, c'est que quand on parle, quand on pense, quand on rêve action et décision, eh ben on rêve en images et donc quelque part en espace. Bon, je continuerai demain, merci.